les mutations, c'est toujours par déduction qu'on. C'est en étudiant les. Vous avez vu la faible probabilité des mutations, une fois sur 1 million. Donc, il n'arrive jamais qu'un biologiste avec son microscope voit tout à coup une mutation se produire. Ça n'arrive jamais. Donc quelque part, les mutations, c'est quelque chose que l'on constate a posteriori, c'est-à-dire en étudiant le génome, typiquement, en comparant le génome de l'homme et du chimpanzé, on arrive à voir les mutations qui ont eu lieu. Voilà, mais c'est une observation a posteriori. Euh, et euh, donc en particulier, ben, par exemple, il y a eu quand même une modification extrêmement importante entre le chimpanzé et l'homme, c'est que le chimpanzé, lui, il a 48 chromosomes, c'est-à-dire 2 de plus que l'homme, curieusement. Le chimpanzé a 48 chromosomes, l'homme en a 46. Ça veut dire qu'il y a eu fusion, c'est-à-dire qu'il y a 2 chromosomes qui se sont soudés l'un à l'autre, que ce soit le chromosome père et le chromosome mère aussi. Les deux, il y a eu un phénomène de suture. Euh, donc, voilà, oui, c'est peut-être justement ce phénomène-là euh, a eu une grande influence euh, ben, sur les caractéristiques typiques de l'homme qui l'ont rendu bien distinct du chimpanzé. Ça, euh, je ne pourrais pas rentrer plus dans les détails à ce sujet-là. Ouais. Alors, on n'a pas fini. J'aimerais bien, j'aimerais bien pouvoir présenter un, un autre carton, si vous voulez bien. Alors, Alors là, ça va peut-être effrayer encore plus nos spectateurs, mais courage. Alors, le code génétique. Oui, c'est quoi le fameux code génétique? alors, Alors, bon, ici, là, vous avez un tableau. Hein, probablement, vous n'arrivez pas à lire les si, si, lettres. si, mais si, si. On lit Bon, parfaitement. bon, bah tant mieux. Euh, alors, qu'est-ce que c'est le code génétique? Le code génétique, donc voilà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les fameuses 4 lettres A, C, G, T, euh, donc que j'avais représenté dans le carton précédent sur un livre, hein, donc un livre qui ne comporte que 4 lettres, un alphabet à 4 lettres seulement, eh bien, dans ce langage, non seulement il n'y a que 4 lettres dans l'alphabet, mais les mots ne font que 3 lettres. C'est comme ça. Il n'y a pas de mots de 2 lettres, de 4 lettres. Il n'y a que des mots de 3 lettres. Et alors, donc, un calcul très simple montre que si vous avez 4 lettres ACGT et des mots de 3 lettres exactement, eh bien, vous pouvez faire exactement 64 mots différents. Ben oui, en effet, ça fait 4 fois 4 fois 4 qui font 64. Et alors, à quoi ça sert tout ça? Euh, En fait, il y a donc le code génétique, c'est ce qui est représenté dans ce tableau, ce qui est la correspondance entre donc ces 64 mots, les 64 mots ils sont répertoriés ici, et ce qu'on appelle des acides aminés, euh, qui seront en quelque sorte les ambassadeurs de ces. Alors, ces mots de 3 lettres, on appelle ça des codons. des codons, ouais. Hein, on appelle ça des codons. Euh, euh,
j'ai pas mal parlé de gènes jusqu'à présent, mais j'ai pas dit qu'est-ce que c'est un gène au fond. Ça sert à quoi? Comment ça fonctionne? Ouais. Donc, il y a une chose, premier élément, les gènes donc sont dans le noyau des cellules, ils sont portés par les chromosomes et ils n'en sortent jamais. Le gène ne sort jamais du noyau de la cellule. Donc, ce qui se passe, le but d'un gène, c'est d'être transformé en un autre type de molécule plus compliquée qu'on appelle une protéine. Donc, le code génétique est justement le code de correspondance qui permet de passer de ces fameux codons mots à 3 lettres à des molécules qu'on appelle des acides aminés, voilà, qui ont des noms qui se terminent souvent par ine, sérine, Alors, proline. cystéine, arginine, sérine, glycine, acide aspartique, lysine, aspargine, glutamine. Il y en a certains, on a l'impression de connaître un peu les noms. Des fois. Oui, il y a des noms qu'on a vaguement entendus. Il y en a 20 en tout. Il y a 20 acides aminés. Et puis, vous pouvez aussi remarquer que pour certains de ces acides aminés, en fait, ils correspondent avec plusieurs mots différents. Oui. Hein. Oui, il y a 64 mots différents possibles, mais il n'y a que 20 acides aminés différents. C'est comme ça. Donc, il y a des redondances. Donc TAT ou TAC, c'est de la thyroïne, quoi, à chaque fois. Ici, là, par exemple. Tyrosine, ouais. Tyrosine, pardon. Ouais, ouais. Et vous avez 3 acides aminés qui correspondent à 6 codons différents. Hein, vous avez la sérine ici 4 et 4 et 2, 6. La leucine 4 et 2, 6. Voilà. Et puis vous avez les pauvres malheureux comme la méthionine, qui elle, ne correspond qu'à un seul codon. Bon. Alors, donc, j'ai représenté en bas un gène, mais très court. Dans la réalité, les gènes sont beaucoup plus longs que ça. Hein. Donc ici, un gène avec 1, 2, 3, 4, 5 codons. Et puis donc, en regardant dans le tableau de correspondance, on peut en déduire la protéine qui va être engendrée à partir de ce gène. Donc voilà, donc c'est une succession d'acides aminés. Alors, donc, autant les gènes qui sont répartis le long des chromosomes d'une manière linéaire, autant donc je dirais que chimiquement leur structure paraît très simple, autant les protéines peuvent être d'une complexité à faire peur. Voici un exemple, voilà, ceci est une protéine. Ceci est une protéine. Alors je ne sais pas où est la verticale, où est l'horizontale, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc oui, ceci est une protéine, on se doute bien qu'elle n'est pas constituée seulement de 5 acides aminés. De fait, voilà, les gènes humains, par exemple, en général, comportent plusieurs centaines de codons, donc plusieurs centaines d'acides aminés. Et en fait, les protéines n'ont pas du tout cette configuration linéaire qu'a la molécule d'ADN. Les protéines se replient sur elles-mêmes, forment des espèces de buissons inextricables, mais qui ont des propriétés par contre bien précises. Et donc en réalité, le but des gènes, c'est la fabrication des protéines. Car les protéines, elles, j'ai représenté d'ailleurs ici une cellule, les protéines, elles apparaissent et agissent dans la cellule. Ce sont elles qui font la vie de la cellule. Hein. D'une certaine façon, les gènes, c'est une base de données, mais un petit peu inerte. Enfin, essentielle, cruciale, parce que c'est de là que vient toute l'information pour
construire l'individu à partir de la première cellule œuf, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui servent également après, une fois que l'individu mature et formé, les cellules continuent à fonctionner. En ce moment même, nos cellules continuent à fonctionner comme des usines chimiques à plein régime. Donc, à l'heure où je vous parle, chacun d'entre nous voit à l'intérieur de ces cellules, il y a les gènes qui engendrent, je n'ai pas expliqué en détail le processus pour simplifier, qui engendrent autant de protéines. Et donc, les protéines font véritablement, les protéines sont les ambassadrices des gènes et ce sont les chevilles ouvrières des cellules et donc des organes. Voilà. Et alors effectivement, le rapport entre la complexité chimique buissonnante d'une protéine et la succession de lettres régulière et linéaire d'un gène n'est pas facile à faire. Hein. Et les protéines, donc c'est quoi la fonction par rapport à la cellule? Elles font Alors, les protéines, par exemple, il y a les protéines, certaines protéines ont un effet déclencheur sur les divisions cellulaires, donc c'est extrêmement important. Le fait qu'une cellule puisse se diviser en deux cellules identiques, certaines protéines ont un effet déclencheur de ça. Et ça, c'est essentiel parce que pas seulement pendant la formation de l'embryon qui se transforme en futur nouveau-né, mais dans notre vie de tous les jours, par exemple, les cellules de notre peau ne cessent de se renouveler. Donc sans cesse, il y a sous notre épiderme, il y a des cellules nouvelles qui se divisent, etc. Mais les protéines servent, certaines ont des fonctions, ce qu'on appelle des fonctions enzymatiques, c'est-à-dire favorisent bon, alors, je ne suis pas du tout, mes connaissances en physiologie humaine sont extrêmement restreintes, mais voilà, d'une manière générale, nous sommes une machine formée d'organes. Les organes sont formés de cellules. Alors, en plus, les cellules du foie ne ressemblent pas aux cellules du cœur, qui ne ressemblent pas aux cellules du cerveau, les neurones, etc. Donc ça, c'est un autre des mystères. Je vous avais parlé du mystère de l'orientation de l'embryon. Il y a aussi le mystère de comment d'une cellule, d'une simple cellule, on peut à un moment donné engendrer des cellules de types différents. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle la différenciation des cellules. Bon, et en tout cas, donc chaque organe doit faire ce qu'il a à faire. Cet organe est composé de cellules et donc la vie d'un organe et donc des cellules qui composent cet organe est un jeu de chimie permanent entre diverses protéines. Des protéines qui éventuellement peuvent passer d'une cellule à l'autre, des protéines qui sont chargées de l'énergie de la cellule, enfin voilà, chaque cellule est une usine dont les ouvrières sont les protéines et non pas les gènes. Hein. Les gènes, ils sont là régulièrement, il y a des molécules qu'on appelle de l'ARN messager, mais peu importe le nom, qui viennent régulièrement piocher dans les gènes l'information pour créer de nouvelles protéines, parce que les protéines aussi se dégradent les unes les autres, enfin voilà. Donc, pour être complet, oui, alors là, c'est un point vraiment important, justement.
j'ai fait un tableau ici, un tableau pour présenter une analogie en fait. On va le Est-ce qu'on mettre. voit bien? Oh, on Oui. va le mettre là, on va trouver Ouais. très bien. Voilà. Alors finalement, donc, si on fait un petit peu la synthèse et qu'on compare avec un langage informatique, ça va peut-être parler davantage aux métanotes. Aux programmeurs, surtout. Bon, on en a Voilà. quelques-uns. Voilà. Alors, donc, je fais le parallèle entre l'ADN et un langage informatique. Donc, l'ADN, donc, comme je vous l'ai déjà dit, euh, il est constitué de bases, hein, donc d'un alphabet à 4 lettres, TCAG. Euh, Pour un langage informatique également, il y a un certain nombre de lettres, bon, bah, les lettres de l'alphabet, hein, A, B, C, Z, plus quelques symboles mathématiques. Ça, c'est indispensable quand on veut faire de la programmation, hein, faut savoir manipuler un petit peu les symboles mathématiques. Euh, Ensuite, si on passe à l'échelle de ce qu'on peut appeler les mots ou les codons. Donc, comme je vous l'ai dit, les codons, ce sont des mots de 3 lettres et 3 lettres exclusivement. Pour un langage informatique, par contre, il n'y a pas ce genre de restriction. Un langage informatique, ces mots sont composés soit de mots réservés du langage, hein, comme if, else, repeat, pour ceux qui connaissent le langage C, mais qui sont des mots qui existent dans d'autres langages également, euh, plus les mots créés par le programmeur lui-même, ma variable, ma fonction. Voilà. Euh, Ensuite, niveau hiérarchique supérieur, donc à partir des codons, donc d'une succession de mots de 3 lettres accolés les uns aux autres, eh bien on obtient ce qu'on appelle un gène. Et l'équivalent d'un gène pour un langage informatique, c'est ce qu'on appelle une fonction. Voilà, une fonction, c'est un certain nombre de lignes de code qui sont chargées de faire une tâche bien particulière au sein d'un programme informatique. Hein. Eh bien, le gène, c'est pareil, lui aussi, il a sa fonction particulière. Euh, on passe encore au niveau hiérarchique supérieur. L'ensemble de tous les gènes, eh bien, c'est ce qu'on appelle le génome. Hein. Donc, et pour un langage informatique, eh bien, l'ensemble de toutes les fonctions qui ont été programmées donc, se répartit dans des fichiers texte. Hein. Voilà, ce sont des fichiers texte. Ce qui m'a bien plu quand j'ai développé cette analogie, je ne suis pas le premier, hein, l'analogie entre l'ADN, les gènes et l'informatique a été soulignée déjà par un bon nombre de personnes. Euh, mais ce qui me plaît bien dans l'analogie, c'est la fin. C'est-à-dire que donc, le génome complet, donc, qui par exemple chez nous est constitué de 25 000 25 gènes, 000 gènes, ouais. donc en réalité, euh, ce les chevilles ouvrières qui vont agir au sein de la cellule, ce sont donc les protéines. Les protéines, selon ce système de correspondance que je vous ai expliqué tout à l'heure et que j'espère vous avez compris. Donc, au sein de la cellule, ici j'ai représenté 4 types de protéines. Il peut y en avoir bien plus, et évidemment, il n'y en a pas que 2 copies, mais des centaines, voire des milliers. Hein. La machine à fabriquer des protéines à partir des gènes est en fonctionnement permanent. Eh bien, il y a un rapport très semblable entre un programme en fichier texte dans un certain langage et ce qu'on appelle le programme exécutable. C'est pas du tout la même chose. Une fois que vous avez fini d'écrire votre programme dans tel ou tel langage informatique, donc vous avez des fichiers texte, un peu comme dans Word, comme des fichiers Word. Ces fichiers, là en eux-mêmes, on ne peut rien en faire. Il faut faire ce qu'on appelle une compilation. Voilà, c'est un processus par lequel ces fichiers texte sont
sont transmutés, sont changés en ce qu'on appelle un programme exécutable qui, dans les faits, est une succession de 1 et de 0, hein, c'est-à-dire oui, non, ça passe pas. Euh, et donc, en quelque sorte, les protéines, ce sont comme les programmes exécutables correspondant aux gènes. Hein. Euh, voilà. Donc, peut-être que cet exemple aura pu parler à ceux qui s'y connaissent un peu en informatique. Euh, voilà, c'est plus qu'une analogie. Plus qu'une analogie. C'est vraiment, je pense que il y a un lien vraiment très fort. Moi, j'estime qu'on peut tout à fait assimiler le génome, l'ensemble du génome et des gènes, comme un véritable programme euh, euh, reposant sur un langage dont on est loin de connaître encore tous les secrets. Parce qu'il n'y a pas que le code génétique comme nous pourrons le voir tout à l'heure. D'accord, bah, Voilà. justement, on va faire la deuxième pause. Et puis, on va revenir et aussi, on répondra après aussi aux questions, nombreuses questions des métanautes qui n'arrêtent pas de réagir, Ils doivent de s'impatienter un s'impatienter. peu, Voilà. ce que je peux comprendre. Voilà. Ce que je peux comprendre, bon, là, on a mis un peu les mains dans le cambouis, mais il faut en passer par là, parce que on parle des êtres vivants. Si on ne parle pas de l'ADN, du code génétique, etc., on passe à côté du sujet. D'accord. Eh ben, Voilà. on fait la petite pause et puis on me dit ouais, c'est la récré, exactement. C'est ça, Frisky. Allez, c'est la récré. À toi, Steph. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Xavier Quentin, toujours sur la théorie de l'évolution. Il y a pas mal de questions. On va en prendre quelques-unes. Alors, il y a des gens qui n'y comprennent rien. Il y en a au contraire qui sont plutôt érudits, qui comprennent tout et qui voudraient en arriver à la conclusion. Enfin, à la conclusion, en fait, on va dire à la question vraiment de l'origine justement, en fait, de Dieu, on va dire, hein, on va dire le mot, hein, justement, sur l'évolution. Ce n'est pas un mot tabou ici et maintenant. Voilà, donc on peut parler de Dieu, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça, il y a voilà, plusieurs réactions mitigées. Alors, il y en a d'autres qui ont sursauté sur certaines choses. Alors, je sais pas qu'est-ce que j'avais le relevé. Euh, voilà, il y en a qui me disent la religion et la science sont deux disciplines totalement différentes. Existe-t-il une voie où elles se retrouvent sur ce sujet, par exemple? Pour ma part, je trouve que même s'il est vrai que ces deux sphères sont très écartées, les croyants et les scientifiques se retrouvent sur les mêmes fondamentaux qui nous questionnent tous. D'où venons-nous? Où allons-nous? Et ça, c'est un peu, évidemment, oui, le sens général. Parce que d'où venons-nous déjà? On est visiblement... Il y a, selon toi, quand même un problème entre l'explication de données par les darwinistes, on appelle ça, ou tu as dit néo-darwiniste d'ailleurs tout à l'heure. C'est quoi la différence entre un darwiniste et un néo-darwiniste? Pourquoi Non, néo-darwiniste? c'est simplement que, euh, comme je vous l'ai dit, Darwin ignorait totalement, parce que la science n'était pas assez avancée à ce moment-là, l'existence de l'ADN, des gènes, du code génétique, etc. C'était totalement inconnu à son époque. Et donc, on appelle néo-darwinisme l'adjonction de ces nouvelles connaissances, l'ADN et la transmission des gènes, Ouais. et le code génétique, les protéines, etc. Donc l'adjonction de toute cette science du XXe siècle euh, au principe que Darwin a édicté, à savoir la sélection naturelle. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que même avec tout l'ensemble comment dire, justement de l'étendue des connaissances et des nouveaux recherches de découvertes en matière biogénéticienne, etc., on a continué à penser que tout cela est du hasard. C'est-à-dire que cette protéine-là qui se fabrique, c'est un peu, bon, ben,
Un petit bonheur, la chance, c'est mieux que le loto, quoi. Oui, encore que moi je suis beaucoup moins impressionné par une protéine comme ça que par ah bah Ah bah. c'est l'occasion, tiens. Là, ici, j'ai ici quelques exemples de mimétisme parfait. Alors, il s'agit d'insectes qui imitent, mais alors à la perfection, des feuilles ou même une fleur. Alors, je vais montrer donc Ah bah, on va le voir, ouais. au métanote. Donc, ici, vous avez donc un papillon dont chacune des ailes ressemble à s'y méprendre à une feuille morte. Ici, vous avez une menthe religieuse, la menthe religieuse orchidée, qui, comme son nom l'indique, ressemble comme deux gouttes d'eau à une orchidée. Et peut-être celui qui m'impressionne le plus, ici, c'est une espèce de phasme euh, où le mimétisme est poussé vraiment dans ses plus grands raffinements, puisque c'est une feuille verte. Enfin, chacune de ses pattes est en forme de feuille verte, mais les bords sont comme légèrement pourris. Vraiment. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est encore un exemple parmi d'autres. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Ah Stéphane, bah, mais c'est voilà, saisissant, je connaissais ce genre d'insecte. voilà, C'est... le liséré ici de la feuille qui est en voie de décomposition, mais ce sont des insectes, ce ne sont pas des feuilles. Donc, euh, euh, donc oui, ce phénomène de mimétisme, c'est un des phénomènes pour lesquels je me dis ça ne peut pas être totalement au hasard. Ce serait, mais d'une manière générale, je ne l'ai pas dit peut-être très explicitement, mais je trouve que au sein de chaque être vivant, l'ensemble des organes, enfin chaque organe, que ce soit les poumons, le cœur, le foie, le cerveau, etc. Je ne vois pas comment des organes aussi perfectionnés, ou les yeux, on cite souvent l'exemple des yeux, voilà. Je vois, ce n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent de dire que des organes, donc des merveilles donc de biotechnologie naturelle, soient le fruit du hasard. Donc, c'est-à-dire d'un processus idiot donc pour moi, il y a forcément une intelligence qui se cache derrière tout ça. Euh, alors, je ne pense pas qu'il y ait un barbu sur son nuage qui soit là en permanence en train de manipuler les manettes de l'évolution. C'est pas comme ça que je Bah, vois les choses. voilà, mais comment on me dit par exemple, tiens, comment l'animal il se dit je ressemble à ça? C'est vrai, c'est quoi le processus pour que cet insecte, on voit bien, il est dans son environnement, alors selon Darwin, ce serait le hasard, il est dans le truc, ah, il veut ressembler à une feuille, il ressemble à une feuille, c'est quoi? Euh, Parce qu'en théorie, il utilise ça pour à la fois se cacher, à la fois être prédateur lui-même, j'imagine, quoi. très honnêtement, je ne sais pas quelles explications. Non, de toute façon, euh, le hasard, c'est une solution de facilité. C'est-à-dire que de toute façon, c'est un dogme. Donc, c'est-à-dire que donc, les tenants donc, de cette théorie officielle, ils répondront toujours le hasard. Hein, c'est comme dans une pièce de Molière, c'est le hasard, ça, le hasard, là, le hasard, le hasard. Tout est hasard. Donc de toute façon, avec le hasard, on explique tout et rien. En réalité, quelque part, je trouve que si je voulais être méchant, je dirais que c'est un peu du je m'en foutisme. Ouais. De dire, bah, on ne sait pas, alors c'est le hasard. Euh, oui, alors maintenant, si c'est pas le hasard, donc c'est quoi alors très concrètement, hein. Donc ouais, je n'aurais pas donc la vision naïve, donc euh, ça m'a un peu amusé quand j'ai vu
la petite affichette informatique que vous avez mise avec le barbu, le vieux barbu dans ces nuages. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait un grand barbu dans les nuages et qui depuis 4 milliards d'années est là à manipuler les manettes de l'évolution. Bon, en réalité, j'ai fait une analogie l'autre jour. Ça me fait penser un peu à la théorie officielle du 11 septembre. C'est-à-dire, quand on a étudié, enfin examiné un certain nombre d'éléments documentaires, etc., sur le 11 septembre, on est sûr que la version officielle est fausse. On en est sûr. Mais par contre, on a bien du mal à donner une autre version. Et pour cause, parce qu'on n'est pas dans le secret, j'allais dire dans le secret de Dieu. Mais, donc c'est un peu pareil pour la théorie de l'évolution. C'est-à-dire que moi, depuis 25 ans que je me passionne pour cette question, j'ai toujours été absolument sûr et certain que le hasard ne pouvait pas fabriquer autant de choses extrêmement sophistiquées et bien plus sophistiquées en tout cas que les objets les plus complexes conçus par l'homme. Mais j'avoue ma difficulté à trouver une explication alternative. Je dis simplement, il y a une intelligence derrière tout ça, mais j'ai l'humilité et tout simplement je constate que j'ai du mal à livrer une théorie clé en main sur donc, comment cette intelligence parvient à... En tout cas, il y a des directions. Donc, exactement, contrairement à ce que disait donc l'auteur là sur la Terre avant les dinosaures, moi je suis convaincu, il y a forcément des directions. Euh, L'apparition des poumons chez des êtres aquatiques, pour moi, ça ne peut pas être dû au hasard. Et en tout cas, ce que disait ce scientifique là, du muséum, il n'apportait, il n'y avait que des affirmations, mais pas de preuves. Pas de preuves. Hein. On vous demande, messieurs, dames, on vous demande de croire sur parole, c'est le hasard. Et puis de toute façon, alors il y a aussi un argument, c'est que on ne mélange pas Dieu et la science. C'est vrai, mais il y a un moment donné, quand on veut comprendre les fondements de l'univers, je trouve qu'il y a un moment, et justement, pour moi, c'est à travers les énigmes que pose l'évolution, que pour moi, l'existence donc, de ce qu'on appelle soit grand architecte, soit grand horloger, soit plus simplement Dieu, c'est là que pour moi, l'existence de cet être créateur suprême s'impose à moi, bien que je ne sois pas du tout comment dirais-je, je ne suis pas quelqu'un de très mystique, même très très peu. Hein. Je n'adhère pas à une religion particulière, mais pourtant, voilà, je suis déiste, ce qu'on appelle déiste, c'est-à-dire je suis absolument sûr et certain qu'il y a une intelligence supérieure qui chapeaute tout ça d'une manière ou d'une autre. Comment exactement, je ne saurais vous dire, mais le hasard, non, le hasard ne peut pas tout expliquer. Ça. D'accord. Alors, il y a plein de questions. Je vais en choisir quelques-unes. On me dit, par exemple, comment expliquer la ressemblance troublante de certaines personnes, tant dans leur caractère, mais aussi physiquement, à certains animaux, qui, dans le cas du caractère, est assez frappant, tant les ressemblances se voient. Bah, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des reproductions, de toute façon. Comme tu disais, les jumeaux, alors c'est assez intéressant. Tu me disais que les jumeaux, c'était exactement le même ADN. Ils avaient la même Oui, séquence alors ADN. les vrais jumeaux, Les vrais jumeaux, oui. les vrais jumeaux, c'est-à-dire que la différence entre les vrais jumeaux et les faux jumeaux, c'est que les vrais jumeaux, en fait, c'est finalement la première cellule, c'est séparé en deux, mais les deux cellules ne sont pas restées collées l'une avec l'autre, quoi.
Donc chaque cellule s'est développée séparément. Alors que les faux jumeaux, ce sont deux ovules différents fécondés par deux spermatozoïdes différents. Donc ça donne des faux jumeaux, si bien que je ne sais pas si vous avez déjà... Moi, j'ai déjà vu des faux jumeaux, mais qui ne se ressemblaient absolument pas. Je Oui. me rappelle de deux faux jumeaux dont l'un avait une tête de plus que l'autre au niveau de la taille. Et c'était assez surprenant. Mais les vrais jumeaux ont rigoureusement le même ADN de A jusqu'à Z. Et, et, en revanche, juste petit détail pour nous amuser au passage, j'avais vu dans un documentaire un policier qui disait, en revanche, bien que les vrais jumeaux aient le même ADN, en revanche, ils ont des empreintes digitales différentes, ce qui est assez étonnant. Ouais, petit détail, c'était pour plaire au fichier de police, je sais pas. On me dit que pense l'invité de Lucas Last Universal Common Ancestor qui sera à l'origine de l'ensemble des espèces. La prof de bio de ma femme enseigne ça en formation. Tu connais Luca, Luca, Ah, Last Universal Common Ancestor, le dernier ancêtre universel commun, le dernier, voilà, qui serait la cellule à l'origine de l'ensemble des espèces. Ah, Luca. Tu connais oui, oui, oui. Euh, C'est quoi? C'est bah, une cellule souche qui est à l'origine de tout? C'est quoi? C'est ce qu'il nous dit. euh, En plus, c'est enseigné, hein. La prof de bio de ma femme enseigne ça en formation. Peut-être, mais enfin, ça me paraît difficile quand même d'apporter la preuve que une seule cellule, que nous serions tous issus d'une seule cellule. euh, Toutes les espèces vivantes, hein, visiblement, c'est ce qu'il dit, hein. L'ensemble des c'est espèces. possible, c'est possible, mais il est possible également que dans ce qu'on appelle la soupe primitive, c'est-à-dire dans l'immense océan qui baignait la Terre, euh, euh, si les conditions favorables étaient réunies, on peut aussi imaginer que plusieurs cellules se soient apparues de manière concomitante Oui. et indépendante. Bon, enfin, ça change pas grand-chose. Alors, on me dit, tiens, un petit contre-argument pour l'invité. Connaît-il le phalène, qui est le papillon du bouleau? On a pu constater le processus d'évolution en moins de 50 ans de la façon suivante. Deux espèces de phalènes existaient, les blancs et les noirs. Les blancs étaient à la base majoritaires car ils pouvaient se cacher de par leur couleur en se mettant sur des bouleaux blancs. À l'industrialisation, les bouleaux ont été recouverts de résidus noirs au milieu du 19e siècle. Résultat, on est passé de phalènes blancs à des phalènes en majorité noires puisque ces derniers pouvaient alors mieux se camoufler. Le bagage génétique de l'espèce a donc évolué sous la pression environnementale en moins d'un siècle. Comment l'invité explique ce phénomène hors hasard? Oui, alors, oui, je connais cet exemple très connu. Euh, alors, euh, effectivement, du coup, ça me donne l'occasion de quand même donner une petite précision. Je ne suis pas contre, je pense même qu'il y a une part de hasard dans le processus de l'évolution, mais qu'elle est marginale. Et pour moi, là, c'est typiquement un exemple de hasard marginal. C'est-à-dire que euh, le changement de couleur chez une espèce, c'est pas un changement fondamental. C'est un petit changement ponctuel. Je veux dire, au niveau du génome, ça représente, je veux dire, entre le phalène de couleur blanche et le phalène de couleur noire, il n'y a pas grand-chose de différence au niveau de leur génome, quoi. Ça relève de la microévolution, hein. Mais ce qui relève de la macroévolution, à savoir euh, la construction notamment des grands organes fondamentaux chez les animaux en particulier, hein, les grands organes comme les poumons qui ont permis aux tétrapodes de sortir de l'eau et de conquérir la terre, euh, le, le cœur, le système sanguin, enfin voilà, toutes ces... en réalité, justement, c'est toutes ces structures fondamentales qui sont extrêmement complexes et d'une conception admirable au regard des critères humains.
c'est justement, voilà, c'est tous ces organes et leur assemblage global en plus, cohérent. Euh, c'est ça qui ne peut absolument pas relever du hasard. En revanche, effectivement, quelques micro-évolutions, mais je pourrais donner un autre exemple à ce métanote, c'est les espèces polaires. Les ours polaires sont blancs.